20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Karim Wade ou rien, pas de plan B pour le PDS selon le patron du parti. C'est la réponse de Maître Wade à la lettre que lui ont adressée certains militants du parti, des militants divisés autour de la candidature de Karim Wade. Une situation qui risque de semer la zizanie au sein du PDS à 5 mois des élections présidentielles. Quelles peuvent en être les conséquences? Éléments de réponse au cours de cette édition. Atelier de partage de l'UMS et l'ONG 3D, rencontre au cours de laquelle les magistrats ont réitéré leur volonté de mettre en œuvre leurs réformes. Des précisions au cours de ce journée internationale de prévention du suicide. Plus de 800 000 personnes sont touchées dans le monde. Des chiffres de l'OMS au Sénégal, des cas de suicide sont de plus en plus constatés. En cause, le mal-être favorisé par un milieu professionnel malsain. Et puis découverte d'un mammifère qu'on pensait disparu du territoire national. Des éléphants ont été retrouvés dans la réserve de Nyokolokoba. Les détails, ce sera au micro du conservateur du parc national. La page des sports, comme tous les lundis, c'est avec Abdoulaye Der que nous retrouvons avant la fin de cette édition. Voilà pour les titres, les développements, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous. Et il n'aura pas attendu bien longtemps pour réagir. Et c'est pour opposer un niet catégorique à tous ceux qui prévoient un autre plan pour la candidature du PDS. Maître Wade est formel. Ce sera Karim Wade ou rien. Dans une lettre, le secrétaire national du PDS soupçonne d'ailleurs Maître Madi Kenya d'être l'instigateur de la pétition récusant Karim Wade comme seul et unique candidat du PDS. Adi Atala nous parcourt les détails de sa réponse. Maître Abdoulaye Wade, dans une correspondance, sort de ses gonds et fusille Madi Kenya, qu'il accuse d'être le principal instigateur de la pétition. Le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais déclare que l'intéressé pouvait utiliser une autre manière plus élégante pour exprimer sa position au lieu d'écrire une pétition qui ne réponde à aucune norme administrative. Le pape du Sopi les considère tous de bonne foi à l'exception de Choban, qu'il qualifie de militant marginal utilisé par Maître Madi Kenya. Maître Abdoulaye Wade avertit et d'un ton menaçant contre toute tentative de fissure du Parti démocratique sénégalais qui est un souhait du président Macky Sall. Le patron du PDS ajoute qu'il n'y aura pas de plan B et que les libéraux contraindront le chef de l'État à respecter leur choix. Il demande aux signataires du document d'assumer leur choix respectif, de rejoindre la mouvance présidentielle en toute responsabilité et invite les autres militants à resserrer les rangs en vue de la présidentielle. Maître Abdoulaye Wade de rappeler que ce n'est pas la première fois que le PDS connaisse des défections et il doute que Maître Madi Kenya réussisse là où d'autres ont lamentablement échoué. Maître Abdoulaye Wade termine sa correspondance par rappeler que cette pétition qu'il attribue à Maître Madi Kenya est postérieure à un différend qui les oppose et qu'il laisse entre les mains de Dieu qui est le seul juge suprême. Et tout de suite en ligne avec nous sur ce plateau, Monsieur Birahim Choban, si je ne m'abuse. Bonsoir, Monsieur Choban. Bonsoir, Sarah. Alors, comme on vient de l'entendre sur ce plateau, Maître Wade vous accuse d'être le rebelle, d'être le complice surtout de Maître Madi Kenya, qui l'accuse à son tour d'être l'instigateur de cette démarche, donc de cette pétition contre le maintien de la candidature de Wade fils. Vous y répondez quoi? Bon, moi, je suis vraiment surpris, étonné qu'un homme comme Abdoulaye Wade, qu'on le pousse à descendre aussi bas pour faire des déclarations qui n'ont aucun fondement sur un jeune qui a grandi à ses côtés et qu'il connaît très bien. Et qui sait que personne ne peut me manipuler, je suis un homme libre et digne. J'ai fait mes classes dans ce parti depuis mon tendre enfance. Élève, étudiant, cadre. Aujourd'hui, je suis conseiller départemental à Kaolack. Je n'ai jamais trahi le parti. J'ai porté tous ces combats au risque de ma carrière professionnelle, au risque de ma vie. Maintenant, moi, je l'ai écrit dans des termes courtois, à la limite sympathiques. Tout le monde a la lettre.
Je lui ai adressé directement la lettre. Lui, il se permet de répondre par presse interposée. Alors que c'était une question qui devait rester à l'interne au niveau du parti. Monsieur Tchoban, alors maintenant qu'il a décidé, que le patron a décidé de faire de Karim Wade son seul et unique plan, quelle va être la suite au niveau du PDS? Nous pensons que la cause qui est de construire le Sénégal, la cause pour laquelle nous avons adhéré au PDS, c'est un Sénégal émergent dans une Afrique unie. Et pour cette cause, aucune personne n'est indispensable, qu'il s'appelle Karim Wade et qu'il soit le fils d'Abdoulaye Wade. Maintenant, pour lui, c'est trop simple d'utiliser un vieux de 93 ans pour se donner une ambition dont on n'a pas le courage de porter. Merci beaucoup Monsieur Tchoban pour ces précisions. Voilà donc division au sein du Parti démocratique sénégalais sur la candidature hypothétique de Karim Wade. C'est donc pour la petite histoire un groupe de 12 responsables qui avaient saisi Maître Wade pour qu'une alternative soit trouvée à son fils. Une position que le président de la Fédération des cadres libéraux ne partage pas. Chersek persiste et signe, tout comme Maître Wade. Eh bien, selon lui, Karim Wade est et restera le seul candidat du PDS, Mambiram Diouf. Ils sont 12 responsables du Parti démocratique sénégalais, signataires de la lettre adressée à Maître Abdoulaye Wade, et parmi eux, 5 députés. Ces députés sont Moustapha Diop de Touba, Sokhna Assou Mbacké, Serigne Cheikh Bara Dolly, Daba Diouf de Guinguinéo, c'est la députée maire, et Morkan de la diaspora. Dans la correspondance datée du 2 septembre et envoyée au secrétaire général national du PDS, Thierno Birahim Thiomban et ses camarades veulent qu'un plan B soit trouvé et que le parti communique dans ce sens en lieu et place de la candidature de Karim Wade compromise. Parce que le président Wade est un démocrate, c'est un homme ouvert qui, dès qu'il a reçu la lettre, a partagé avec ses collaborateurs, leur a même intimé l'ordre de donner leur avis sur cette question. Le PDS doit discuter et se décider pour trouver une solution à la candidature où il y a des problèmes. Je ne la cautionne pas, je reste dans la démarche du Parti démocratique sénégalais. Karim Wade est le candidat du parti suite à un congrès et nous travaillons sur l'effectivité de cette candidature et sur sa victoire le 24 février 2019. Et comme vous le savez, dès demain, nous allons lancer la campagne de parrainage pour le candidat Karim Wade. Ni Maître Madi Kagnan, ni aucune autre personne n'est derrière cette initiative, précise le responsable du Parti démocratique sénégalais à Kaolack. Moi, je n'ai jamais été chez Madi Kagnan. C'est un homme que je respecte, que je connais dans le parti, mais pas plus. Maître Madi Kagnan est un responsable, il est président du groupe parlementaire, comme vous le savez. Je ne crois pas qu'il soit derrière cette démarche. De toute façon, je ne peux pas me prononcer. Je sais qu'il est dans la ligne du parti jusqu'au moment où nous nous parlons. L'unité autour de la candidature de Karim Wade à la présidentielle, fragilisée au sein du PDS, le parti, selon Thierno Birahim Thiomban, devra donc trouver son remplaçant. Le Parti démocratique sénégalais en eau trouble avec un patron qui ne compte pas fléchir sur sa position malgré des voix qui s'élèvent contre la candidature de Wade fils. Justement, le parti court-il un risque en maintenant la candidature de Karim Wade et quelles peuvent en être les conséquences? C'est une analyse signée Ibrahim Akan. Avec cette saisine du président Wade, l'on serait tenté de dire que le PDS s'est enfin résigné à l'évidence. La candidature de Karim Wade à la présidentielle de 2019 étant plus qu'hypothétique, la logique voudrait qu'une alternative soit trouvée à celle-ci, déclarée inéligible jusque-là. Voilà tout le sens qu'il faut donner à cette lettre adressée au pape du Sopi par une partie des députés du PDS. Une démarche audacieuse dans un parti où le seul mot d'ordre qui vaille pour les responsables est « Karim Wade reste le seul et unique candidat du PDS ». Et pourtant, l'appel à réflexion lancé à Wade père par le député Serigne Bara Dolly Mbacké et compagnie rime plus avec la logique si le PDS veut se tirer du traquenard que constitue la candidature de Wade fils à la présidentielle. Le débat étant donc posé, la question maintenant est de savoir quelle suite le président Wade donnera à cette requête. Deux hypothèses.
toutes nos excuses pour l'interruption de cet élément. La suite, alors, on la connaît tous avec cette information qui nous est parvenue en début de soirée. Abdoulaye Wade qui affirme donc que la candidature de son fils sera maintenue et qu'il n'y aura pas de plan B. Parlons à présent justice avec l'Union des magistrats sénégalais qui tient à la mise en œuvre de ces réformes. La sortie de l'exécutif sur la gestion de leur carrière et du Conseil supérieur de la magistrature, des exigences pour l'UMS. L'UMS qui, en partenariat avec l'ONG 3D, a tenu un atelier de partage. C'était ce matin et c'était sur les propositions de réforme des acteurs de la justice en présence d'Al-Hassan Ba et Diafar Abba. Plusieurs équivoques à lever. Une concernant la gestion des carrières des magistrats. Le président de l'UMS se veut clair. Vous ne verrez pas, ni en France, ni dans un autre grand pays, l'exécutif contrôler à ce point la gestion de la carrière. Ça, c'est révolu. Au Sénégal, aujourd'hui, nous voulons que la gestion de la carrière sorte des mains de l'exécutif pour être gérée par une entité indépendante. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, je pense que le plus important, c'est de veiller à ce qu'il y ait une justice de qualité qui soit distribuée de façon équitable sur l'ensemble du territoire. Je pense que c'est le plus important. Les réflexions sur la composition du Conseil supérieur de la magistrature, sur la carrière des magistrats, c'est des questions très importantes. Mais il y a aussi une dimension qu'on ne doit pas négliger, c'est la perception de la justice par le citoyen. Idem pour le Conseil supérieur de la magistrature. L'UMS, dans ses propositions de réforme, souhaite la sortie de l'exécutif concernant la protection de l'organe. Le président de l'Union ne veut pas se focaliser là-dessus. Les deux prérogatives essentielles qui existent au sein du Conseil, c'est le pouvoir de proposition et le pouvoir de nomination. Le premier exercé par le ministre, le second par le président de la République. Les autres membres que sont les magistrats n'ont qu'un pouvoir d'émettre des avis. Et donc c'est un pouvoir symbolique. Ça veut dire que dans les faits, c'est l'exécutif qui gère la carrière des magistrats. Et ça, c'est un moyen de pression sur le juge. Il ne faut pas qu'on minimise ou qu'on relativise cette question-là. Parfois, ça pèse sur certaines décisions. Même si c'est 1% des décisions, je trouve que c'est grave parce que la liberté n'a pas de prix. Tout ce qui est une atteinte ou une menace pour les libertés doit être banni de notre système judiciaire. Selon Suleiman Teliko, si la justice est bien organisée et les réformes proposées mises en œuvre, il n'y aura pas de place à l'immixtion d'autres forces ni de lobby dans le fonctionnement du système judiciaire. Une justice réconciliée avec le peuple, c'est le combat de l'ONG 3D. Selon Moundiaye Sissé, directeur exécutif de cette structure, eh bien, il y a des crises et tout le monde doit s'investir pour y apporter des correctifs. L'ONG 3D s'est déjà engagée aux côtés de l'UMS à travers le slogan « Sur nos justice » qui vient d'être mis en branle. Je vous propose d'écouter Moundiaye Sissé au micro d'Al-Hassan Ba. J'ai parlé d'une réconciliation de la justice sénégalaise avec le peuple sénégalais pour des raisons évidentes et des raisons déjà que tous les Sénégalais connaissent. Aujourd'hui, il y a une sorte de crise au niveau de la justice, il y a une crise de confiance vis-à-vis entre la justice et le peuple sénégalais. C'est pourquoi nous avons cherché à nouer avec l'UMS un partenariat dynamique. Un partenariat que nous souhaitons d'ailleurs durable. Parce que nous pensons que le combat de l'UMS, c'est le combat de tous les Sénégalais. Et l'UMS à elle seule ne peut pas tout faire. Il faudrait que tous les Sénégalais se retrouvent autour de l'UMS et des recommandations faites par l'UMS pour une justice davantage indépendante. C'est tout le sens de notre partenariat avec l'UMS dans ce que nous pouvons appeler Sunu Justice, comme il vient de le dire, Sunu Justice. Parce que la question de la justice aujourd'hui pose problème au Sénégal. Et donc nous pensons que c'est le combat de tous, parce que le combat de l'UMS, c'est le combat d'une justice réhabilitée, une justice réconciliée avec le peuple, et on ne pouvait pas rester indifférent. C'est pourquoi, à l'issue de cet atelier, nous allons avec l'UMS Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel a un tout nouveau patron. Babacar Touré a passé le témoin à Babacar Diagne, un homme du Sérail qui a consacré toute sa carrière à l'audiovisuel sénégalais. L'ancien DG de la RTS s'engage à prendre des mesures contre les dérives constatées sur les réseaux sociaux. Cher Diop a assisté à cette passation de service reportage. L'instant est symbolique. Le nouveau président du Conseil national de régulation
de l'audiovisuel prend fonction. Babacar Diagne remplace ainsi Babacar Touré. Il décline ses ambitions. L'essentiel est ailleurs, l'essentiel est vraiment dans les programmes, n'est-ce pas, des chaînes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ces programmes-là? Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer l'environnement, n'est-ce pas, de nos médias? Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer le modèle économique? Un de mes grands challenges, et c'est bien que Babacar et son équipe l'aient abordé. Il y a des problèmes, comme vous le savez, il y a très souvent, on l'entend, moi-même je l'ai vécu, des problèmes entre groupes de presse, des problèmes de droit et autres. C'est dommage, mais je pense que c'est très souvent simplement lié à des interprétations de textes. Là aussi, nous allons essayer de faire quelque chose. Le travail a déjà démarré. Le président du CNRA compte s'attaquer aux dérives notées sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux et régulation. C'est un thème d'actualité. Vous me permettrez, comme je l'ai dit tantôt, de regarder davantage cela avec les conseillers. Quand on se retrouvera dans quelques semaines, je vous dirai ce que nous entendons faire sur ce plan. L'information sera davantage valorisée. Assurance du nouveau président. Babacar Diagne est nommé pour un mandat de 6 ans. Parlons santé à présent avec ces chiffres. 9%, c'est le taux de prévalence du VIH-Sida auprès des consommateurs des drogues injectables. Et bien, pour réduire ce taux et intégrer cette couche vulnérable dans la prise en charge, 5 pays africains s'engagent à travers le PARECO. Le projet est financé par le FMI à hauteur de 3 milliards de francs. Un atelier s'est ouvert ce matin pour la rédaction d'une déclaration d'engagement. Aminata Maresso pour le compte-rendu. Ces adeptes des drogues injectables, une couche de la population sénégalaise fortement affectée par le VIH-Sida. L'annonce est de la directrice exécutive de l'ANCS. Les populations les plus touchées par le virus du sida sont les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, des professionnels de sexe, mais également des consommateurs de drogues injectables. Le taux de prévalence est très élevé chez ces consommateurs de drogue. Les dernières données que nous avions étaient autour de 9% de taux de prévalence, au moment où, au niveau de la population générale, on est à 0,5. Un taux de prévalence d'environ 9% qui s'explique par la criminalisation de la drogue au Sénégal, une des raisons qui pousse ces consommateurs à ne pas se rendre vers les structures sanitaires. Ces consommateurs de drogue injectables, malheureusement, ne sont pas suffisamment touchés par les interventions du fait de la criminalisation de la drogue. À travers le projet PARECO, les acteurs de lutte contre le VIH-Sida veulent intégrer les usagers de ces drogues injectables dans la prise en charge. 5 pays africains sont financés par le Fonds mondial international pour aider cette couche de la population à s'approcher des structures sanitaires et à bénéficier d'une prise en charge beaucoup plus complète. Et je vous l'annoncer en titre aujourd'hui et célébrer donc la journée mondiale de la prévention contre le suicide. Chaque année, de nombreux cas liés au suicide sont notés un peu partout dans le monde, près de 800 000 selon l'Organisation mondiale de la santé. Les causes sont nombreuses, cependant le milieu professionnel reste le facteur déterminant et qui causerait le plus grand nombre de suicides selon des études parcouru et revisité par notre reporter Alioune Gueye. Le suicide, un phénomène devenu fréquent au Sénégal. Les causes sont multiples selon l'experte en psychologie. Du bullying à l'école pour les élèves, pour les étudiants, les adolescents. Mais il y a des formes qui persistent, qui sont liées à la manière de vivre des individus. Le fait que nous ne vivons pas forcément dans un cadre où la famille peut soutenir l'individu, où les personnes se sentent souvent isolées et se trouvent parfois exclues du cadre social. Il y a différentes vagues qui touchent beaucoup l'adolescence. Beaucoup l'adolescence, en particulier, on va dire les périodes d'âge de 14 ans jusqu'à 18-20 ans. Le milieu professionnel peut généralement influencer le comportement de l'individu. Dans les dernières années, nous avons beaucoup parlé du surmenage dans le cadre du travail. Non seulement le cadre professionnel peut être hostile, peut mettre la personne dans une situation, dans une perspective où elle se retrouve plus facilement isolée. Et il y a également le problème économique qui vient avec les possibilités d'avoir recours à des professionnels qui sont limités parfois quand on a peu de revenus, les exigences du milieu où on n'arrive pas vraiment à se confier ou à obtenir l'aide qu'on a besoin d'avoir.
Les réseaux sociaux également. Il faut le dire, il y a des réseaux sociaux qui encouragent le suicide. Il y a des sites qui expliquent comment se suicider et qui permettent à des personnes d'acheter du matériel qui leur permettra de se suicider en ligne. Il y a même des communautés qui se connectent et qui évoluent ensemble pour préparer des suicides collectifs. Ça existe. Et ça, les jeunes sont très vulnérables à ça. Près de 800 000 personnes mettent fin à leur vie chaque année selon l'Organisation mondiale de la santé. Les raisons sont nombreuses, la surveillance et l'assistance. Des solutions préconisées par notre interlocutrice. Destination à présent Tambacounda pour parler d'une découverte phénoménale alors qu'ils étaient portés disparus depuis bientôt des années maintenant. Des éléphants réapparaissent dans le parc Nyokolokoba. L'espèce rare bénéficie d'une attention particulière des autorités qui annoncent une série de mesures pour la préserver du braconnage. Et à ce propos, nous écoutons le commandant Amar Fall au micro de Moussa Omar Gueye. L'absence d'éléphants au niveau du parc, absence par la vision quand même, mais au niveau des observations directes, on voyait des traces et des crottes d'éléphants. Puisque actuellement c'est un problème de survie pour eux, donc ils étaient beaucoup plus discrets. Mais avec le système de suivi qu'on a mis en place actuel, avec la mise en place de caméras pièges, des photos pièges, on est parvenu quand même à 2 à 3 reprises et à observer des éléphants. On avait également eu, avec l'appui d'un partenaire, qui ne croyait pas que ces crottes-là c'était des crottes d'éléphants, il a pu, avec ses propres moyens, envoyer les crottes en France pour l'analyse des ADN. Effectivement, quand les résultats sont sortis, ces résultats également prouvent que les éléphants sont à l'intérieur du parc. Ils ont même daté, ils ont même donné une date comme la présence de ces crottes-là. Ils avaient dit donc la date. À présent, nous parlons de cette 9e session de formation en droit international sur les droits de l'homme qui s'est ouverte. La session va ouvrir aux acteurs des droits de l'homme, va offrir plutôt aux acteurs des droits de l'homme une formation générale qui va leur permettre de maîtriser mais aussi de respecter les droits de l'homme ainsi que les mécanismes pour promouvoir les idéaux de paix et de liberté. Compte rendu à Aïssatou Paye. C'est parti pour la 9e session de formation en droit international des droits de l'homme. Un thème important, entreprise et droit international des droits de l'homme. Plusieurs défis, nombreux objectifs, parmi lesquels la préservation des droits humains dans les entreprises. Les entreprises ont un devoir bien sûr de respecter les législations nationales, devoir de respecter les droits de l'homme. Les droits de l'homme, on pense forcément aux droits politiques, mais dans une entreprise, c'est le droit syndical, c'est la protection sociale, c'est le droit du travail, c'est aussi le droit à l'environnement. Au Sénégal, malgré des efforts fournis de part et d'autre, des violations sont notées. Par exemple, aujourd'hui, nous avons le droit à la santé qui est souvent porté atteinte. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous assistons à des phénomènes naturels aujourd'hui qui portent sur l'environnement avec la pollution des eaux de surface, la pollution de la nappe phréatique qui souvent cause un certain nombre de maladies. Cela, nous l'avons constaté sur le terrain à travers des études que nous avons menées avec des partenaires. Pour la directrice de l'Afrique de l'Ouest de la Fondation Frédéric Naumann, le combat, c'est l'éducation. Le Sénégal, il y a un grand besoin et dans beaucoup de pays qui sont nouveaux dans l'exploitation des ressources, de faire des contrats et de contrôler des entreprises qui exploitent les ressources dans ces pays. Il faut les connaissances des contrats, il faut les connaissances des droits de l'homme et c'est pour cela que nous avons invité à cette formation où il y a 150 personnes, pas seulement du Sénégal mais aussi des autres pays francophones qui vont être formés. Plusieurs participants à ce projet de formation destiné à offrir aux acteurs une approche meilleure sur la protection et la promotion des droits de l'homme. Et nous restons toujours avec ce sujet, cette fois-ci pour recueillir l'avis du directeur de la Fondation René Lassin, Sébastien Touzé, qui était dans nos locaux cet après-midi pour nous parler de ce projet, notamment de l'importance du respect des droits de l'homme par les entreprises. Nous écoutons M. Sébastien Touzé au micro d'Aïssatou Paye.
Le projet connaît donc aujourd'hui un essor considérable, notamment parce qu'il attire bien entendu des Sénégalais, mais aussi des Camerounais, des Ivoiriens, des Togolais. Ce matin, je parlais avec un Malien, un Mauritanien. Donc là, nous avons cette année 20 nationalités représentées. Donc c'est un essor considérable et qui confirme toute la pertinence du projet initial. Nous sommes à l'heure actuelle dans une période où nous voyons que les droits de l'homme, alors même qu'ils sont contestés par de nombreux États, et parmi même les plus importants d'entre eux, eh bien, connaissent un regain d'intérêt de la part de l'ensemble des acteurs du monde du droit, des avocats, des magistrats, des fonctionnaires, des forces de l'ordre, qui ont à cœur de promouvoir les idéaux que véhiculent ces droits de l'homme. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est qu'il y a un besoin manifeste. C'est-à-dire qu'on le voit, de plus en plus de situations, de violations sont observées et ces acteurs ont besoin de connaître les instruments pour assurer leur travail. Le défi, il est encore plus fort, il est encore plus large parce que ces entreprises doivent également intégrer ces valeurs. C'est-à-dire qu'elles les connaissent. Elles sont inscrites dans le droit national, elles sont inscrites dans des conventions internationales, mais c'est aussi à ces entreprises de prendre ces droits et de faire en sorte d'être aussi le véhicule de ces droits. Ce qui amène d'ailleurs aujourd'hui 150 participants à réfléchir justement sur les moyens de mettre en œuvre, soit par l'entremise des États, soit par les initiatives des entreprises, que ce soit des entreprises nationales qui agissent uniquement sur le territoire d'un État, mais aussi et surtout, parce que c'est le défi le plus important, les entreprises multinationales qui parfois profitent de l'absence de législation pour se dire, ben voilà, je suis dans un pays qui me contraint. L'application de la législation aussi. Exactement, de l'absence de sanctions. Et qui se dit, je viens d'un pays qui m'ennuie. Il m'oblige à respecter des droits sociaux, il m'oblige à reconnaître le droit de grève, il m'oblige à respecter une durée légale de travail conforme aux principes véhiculés par les conventions internationales. Je préfère donc aller dans cet autre pays qui est beaucoup plus laxiste. Sa législation n'est pas encore parfaite. Et il y a ici eh bien, une situation qui fait qu'on doit s'intéresser à ce problème. La page des sports, c'est donc tout de suite avec Abdoulaye Der. Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir, Sarah Cissé. Nous démarrons naturellement par Madagascar-Sénégal, 24 heures après le match. Les commentaires vont bon train. Et premier constat, Sarah, la défense des Lions n'est plus hermétique. L'arrière-garde du Sénégal en proie à une certaine fébrilité et selon certains observateurs, la solution, c'est la possession de balles. Le reportage est signé Cheikh Sadibou Diarra. Suivez. Garder ses cages inviolées ou conserver un score, c'est le grand problème de l'équipe nationale de football du Sénégal depuis quelques mois. Les conséquences d'une non-maîtrise de la possession de balle est un problème le plus souvent bas. Une équipe qui ne sait pas conserver le ballon, souvent ce genre de problème-là arrive. Donc à partir de là, je pense qu'il faut travailler pour avoir des joueurs qui ne sont pas en conflit, surtout avec le ballon. La défense ne va pas subir tout le temps. Il y a un problème de lassitude qui va s'installer. Donc le problème c'est qu'il faut travailler pour qu'au moins on n'atteigne pas très vite la défense. Il ne s'agit pas de mettre 3 numéros 6 ou 4 numéros 6. Ce qui est important surtout c'est de jouer au football, mais pas de donner le ballon à l'adversaire pour aller tout au charbon. Pour le nouvel entraîneur de Niary Tally, la solution passe entre autres par la complémentarité des profils des joueurs dans l'entrejeu. Ce qui est essentiel, je pense qu'il faut travailler pour avoir la possession de balle, puis travailler aussi sur les profils de joueurs qu'on doit utiliser pour faire un football de qualité, un football où on jouera vers l'avant et chez l'adversaire. Ça, c'est important, c'est des tendances maintenant. Les gens travaillent pour avoir un bloc offensif. Le sélectionneur de l'équipe nationale de football du Sénégal, Aliou Cissé, a du travail malgré la première place des Lions dans le groupe A des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Retrouver une défense solide lors de la double confrontation face au Soudan au mois d'octobre. Un autre observateur averti, il s'agit du président de l'ANPS, l'Association nationale de la presse sportive. Il pointe du doigt le manque de concentration et d'autres secteurs du jeu à améliorer. On a cette fois-ci l'ambition
clairement définie, et cette mission qui a été confiée à Aliou Cissé, de remporter la Coupe d'Afrique de 2019, même si on est encore loin, on est dans les phases éliminatoires. Cette fois-ci, à 2 reprises au même score, on n'arrive pas à conserver, c'est ça le problème, face quand même à une petite équipe. Il y a un problème de concentration, un problème de coaching, un problème aussi de management, de changement des joueurs. Moi, je crois qu'à ce niveau-là, quand même, il faut oser le dire. Je n'ai pas compris, par exemple, l'égalisation. Moi, la première chose qui m'étonne dans cette rencontre, c'est les coups de pied arrêtés. Sur ce plan-là, j'ai l'impression qu'on n'apprend rien du tout depuis plus de 3 ans. Nous avons des grands gabarits, nous jouons contre les petits gabarits, et quand il y a des duels aériens, c'est nous qui perdons. Ça, il faut le réparer, parce que les coups de pied arrêtés aussi, ça fait partie du jeu. Quand vous ne parvenez pas à décanter une situation de jeu, c'est sur les coups de pied arrêtés souvent qu'on arrive à gagner, soit c'est sur un corner ou bien un coup franc à l'entrée de la surface de réparation. Après le football, d'ailleurs, le basket, c'est l'heure du bilan avec la saison qui a pris fin samedi avec le sacre du roi et de la reine. Et le bilan est satisfaisant. Si l'on en croit le président de la fédération de basket, la saison s'est déroulée sans problème et les équipes nationales marchent très bien. Nous sommes qualifiés à la Coupe du Monde chez les filles. Les U18 viennent de se qualifier à la Coupe du Monde et on a de réelles chances de se qualifier en garçon également à la Coupe du Monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va avoir 3 équipes qui vont jouer la Coupe du Monde. C'est pas évident. Il y a 2 équipes en Afrique qui sont qualifiées à la Coupe du Monde. Quand vous avez la possibilité de fournir 3 équipes en 3 catégories différentes, ça veut dire qu'il y a un bon travail qui est en train d'être fait. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour améliorer, parce que c'est une œuvre humaine qui n'est pas parfaite. Il y a eu des bas et des hauts. Il faut voir comment maintenant rectifier pour que l'année prochaine, ces bas-là soient rectifiés. Et nous parlons tennis à présent avec Serena Williams qui a perdu doublement, Abdoulaye Der, il faut le dire. Elle a perdu la finale et elle a écopé d'une amende. Effectivement, Serena Williams battue par la japonaise Naomi Osaka. Au cours du match, l'américaine a traité l'arbitre de voleur, pénalisé d'un jeu. Elle a aussi écopé, comme vous l'avez dit, Sarah, d'une amende, même si elle a reçu le soutien de la WTA. La WTA, c'est la Fédération internationale de tennis du côté des dames. Mamadou Sissoko pour plus d'éclairage. Difficile fin de tournoi de l'US Open pour Serena Williams. La tenniswoman américaine écope d'une amende de $17 000 à l'issue de sa finale perdue à l'US Open face à la japonaise Naomi Osaka. La conséquence de son trop-plein d'émotions, en furie, elle a reçu pendant la finale 2 points de pénalité pour avoir été coachée et avoir brisé sa raquette. Serena récolte un jeu de pénalité pour avoir traité l'arbitre de menteur et de voleur. Cette sanction aurait des motivations sexistes, à en croire la sextuple tenante du titre de l'US Open. But I've seen other men call other umpires several things, and I'm here fighting for women's rights and for women's equality and for all kinds of stuff. And for me to say thief and for him to take a game, it made me feel like it was a sexist remark. Et voilà qui met fin à cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite des programmes sur la TFM. Excellente soirée. À demain.